Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Dernière de la semaine de Côte-Nord Attitude, Tommy Auger, journaliste pour Nous TV, et Jean Saint-Pierre, le journaliste d'Attraction Radio. Salut Jean! Bon jeudi, Tommy. Hey, merci à toi beau aussi. Jeudi à part ça. Ah, il fait tellement une beau belle dehors. neige qui est tombée. Ouais, c'est pas de la neige à bonhomme pour les Non, enfants, non, ça colle mais... pas. C'est de la belle neige, là, j'imagine, du côté de la station Galix. Faire de la belle poudreuse comme ça, là, ça Pour doit la raquette être très aussi. Il me plaisant. semble que c'est une belle neige pour aller marcher en raquette. Là. Ouais, ben faut en profiter, hein, avec l'hiver qu'on a présentement, quand on a des journées comme ça, là, moins 6 dehors, là, faut en profiter pour faire des belles activités quand on a l'occasion. Et nous, ce midi, Tommy, on a des sujets sérieux et d'autres un petit peu moins sérieux. Bon, ouais, on va commencer par les sérieux, ça te tente-tu? Correct. Avec Pierre Desgagnon, on va parler des perspectives 2018 et bien sûr du bilan 2017 au port de cette île. Je trouve que c'est un bon indicateur. Le port, c'est peut-être le meilleur indice qu'on a de l'économie de cette île. Si ça va bien, ça va mal. Hein? Ben, s'il sort pas grand-chose au port de cette île, ça risque d'aller mal aussi pour l'emploi. Donc, il y avait ce cocktail annuel du port de cette île cette semaine. Monsieur Gagnon sera avec nous en direct dans quelques minutes. On parle aussi du budget, pas celui de cette île. Là, on va parler celui de Port-Cartier. Ouais. Le maire Alain Thibault va être avec nous en entrevue en direct vers midi 28 minutes. On annonce l'abolition du poste de directeur des loisirs. Ouais, c'est pas la ça? personne, Christian Lepage, qu'on n'aimait pas. Il est pas congédié, il prend sa retraite, mais on a décidé de pas renouveler, de pas ouvrir le poste, donc d'abolir le poste de directeur des loisirs à la ville de Port-Cartier. Une décision unanime du conseil. Le budget, on va le rendre public le 13 février prochain du côté de l'hôtel de ville de Port-Cartier. Okay. Donc, je pense qu'on souhaite pas de hausse de taxes au budget 2018. Ça fait qu'on cherche à sauver de l'argent ailleurs. Là. On est dans le processus. Quelle bonne idée. Je trouve un bon coup de promotion avec ses bottes de l'espoir. Ah, oui. José Leblanc sera avec nous à midi 40 minutes. Sa boutique s'appelle Atticus, c'est ça, je pense? Oui, hein? exact. Atticus et le complexe aussi à Gara. Donc, la femme d'affaires d'Ouachat, José Leblanc, sera avec nous en direct. Ben, elle chausse les duchesses du carnaval. Je trouve que c'est vraiment un bon coup. Belle visibilité. Écoute, quand on va les voir, les duchesses d'une activité, ils sont toujours dehors. D'abord, les duchesses, et avec bonhomme, là, ils font du plein air s'il fait beau. Avant et pendant le carnaval, quand on va les voir avec les belles bottes, tout le monde va le demander si vous avez pris vos bottes, puis ça va nous faire une belle promotion. Ils vont parler de Ouachat et de cette île au Carnaval de Québec en abondance. On en parle avec José Leblanc. Et en fin d'émission, ben, il faut bien en parler puisque ça commence aujourd'hui. Ben oui, le Festival du film de Sept-Îles. Donc, on vient de terminer le Off Festival. La dernière semaine, c'est consacré à des activités hors les murs, à différents endroits, qu'on pense au musée régional, à la station récréo-touristique Galix, le café-bar Edgar. On a vraiment eu une tonne d'activités pour mettre la table pour ce Festival du film qui débute ce soir avec la soirée d'ouverture, la projection d'ouverture avec le film Chuck, un film de boxe, l'histoire qui a inspiré le film Rocky. Et c'est un film américain, mais c'est un réalisateur québécois, Philippe Falardeau, et il sera l'invité de marque pour ce lancement ce soir. Il était pas arrivé parce qu'il serait avec nous, peut-être, ce midi. On l'a essayé, en tout cas. Ben oui, on l'a essayé, mais bien occupé, évidemment, exactement. Il arrivera en milieu d'après-midi à Sept-Îles pour être là ce soir, mais on parlera avec la responsable des communications, Nadia Dorval, qui viendra nous voir en studio. Oui, mais avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Ouais, attendez un petit peu, là, l'ordinateur... Ouais, t'as pas un thème là-dessus? Ouais, je vous passe ça là! Actualité Pure FM. Eh bien, la Sûreté du Québec recherche 2 suspects qui ont réalisé un vol hier soir dans un dépanneur du secteur des Plages à Sept-Îles. Ils portaient des cagoules. Un des voleurs était armé d'un objet contondant. Ils sont entrés vers 19h hier au dépanneur 7 jours du chemin Ferco et sont ressortis avec une somme d'argent, le montant indéterminé, nous dit la Sûreté du Québec, et des cigarettes également.
OK, bon, c'est toujours triste. La Chambre de commerce de Sept-Îles a fondé hier soir au musée Chapoutoine à Ouachat une nouvelle aile autochtone qui regroupera des entrepreneurs de la communauté Innu. La Société de développement économique d'Ouachat, Macmaniutenam, soutient l'initiative. Le chef Mike McKenzie et le maire Régent Porlier ont assisté au lancement en encourageant les rapprochements entre les deux nations dans le milieu des affaires. Le nouveau comité autochtone fonctionnera comme la jeune chambre avec ses activités autonomes et une participation à l'ensemble de celles de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Selon le directeur de la Chambre, Paul Lavoie, la nouvelle aile autochtone va contribuer à une plus grande compréhension des réalités de chacun et favoriser la concertation. La destination Sept-Îles-Ouachat est en vedette dans un média spécialisé britannique qui s'appelle Cruise and Ferry. Un article publié hier louange la démarche entamée par l'Escale Sept-Îles pour le développement de l'expérience client. Cette stratégie de développement de destination Sept-Îles-Nakawi-Nanu découle d'une réflexion qui avait été réalisée en janvier 2016. On avait par la suite lancé un plan d'action pour 5 ans. Selon la chef d'escale à Sept-Îles, Marie-Ève Duguay, le plan de croissance de l'industrie des croisières a atteint ses objectifs pour Sept-Îles en 2017 et une année record s'annonce pour 2018. Le président du groupe Résidence des bâtisseurs, Pierre Michaud, veut faire table rase du passé et reprendre le dialogue avec le comité des résidents. Il a passé les 3 derniers jours à Sept-Îles pour rétablir des ponts à la suite de nombreuses critiques médiatisées en novembre concernant la gestion de la résidence privée pour aînés sur la rue Arnaud. Pierre Michaud a rencontré les résidents, les gestionnaires, le comité et les gens du milieu. Il se dit prêt à travailler avec les non-résidents élus sur le comité de la résidence des bâtisseurs avec des objectifs communs en faveur de la clientèle. Le président du groupe qualifie les échanges à Sept-Îles de positifs. Il souhaite jeter les bases d'une nouvelle collaboration entre les résidents et la direction d'ici juin. Selon le porte-parole du groupe Résidence des bâtisseurs, Sylvain Dionne, diverses améliorations ont déjà été apportées depuis la diffusion de critiques dans les médias sociaux et les réseaux sociaux, La direction de la Résidence des bâtisseurs de Sept-Îles et le comité des résidents ont convenu de ne pas débattre davantage de la question sur la place publique. Tommy, les élus municipaux et la Corporation Développement économique Sept-Îles vont travailler ensemble à la création d'emplois. J'étais un peu étonné hier. En fait, on avait une entrevue marquante. Le maire, Régent Porlier, et le président du conseil d'administration de développement économique Sept-Îles, Marc Brouillette, sont venus ensemble dans nos studios d'attraction radio pour annoncer qu'ils enterraient la hache de guerre ou leur rivalité du passé pour ramer ensemble vers le développement durable. Le maire ne se sentait pas intégré dans les initiatives de Daisy lors de son premier mandat. Régent Porlier est maintenant prêt à tourner la page. On a tous compris qu'on avait intérêt à ajuster nos violons tout le monde ensemble puis à travailler là, avec une meilleure synergie. On a eu une bonne rencontre. Où est-ce qu'on se dit les vraies choses? À l'occasion, il faut se dire les vraies choses. C'est comme dans un couple, de temps en temps, faut que tu prennes une pause, tu parles pour mieux repartir. Développement économique Sept-Îles planifie un changement de gouvernance. Le président de la corporation, Marc Brouillette, est prêt à oublier les divergences avec le maire dans des dossiers comme Mine-Arnaud, par exemple, pour regarder en avant. On avait fait le point qu'on pouvait plus continuer avec Daisy comme on le connaît aujourd'hui. On est tous d'accord qu'il fallait donner un coup de barre dans la gouvernance. Une bonne discussion qui était sereine, qui était faite correctement. Le maire Régent Porlier a aussi eu une rencontre positive récemment avec les gens de la Chambre de commerce qui souhaitent également oublier la campagne électorale de l'automne dernier et travailler en harmonie pour l'emploi et le développement. On a eu des rencontres avec la Chambre de commerce, une bonne rencontre. Encore là, on sent qu'il y a cette volonté-là de dire, OK, alignons nos flûtes tout le monde ensemble, mais surtout, de pas partir en cavalier seul dans un dossier. Ben voilà, on ne peut que se réjouir de ce rapprochement ou cette réconciliation entre le maire et la corporation économique à Sept-Îles. Exactement, le port de Sept-Îles qui annonce une croissance de près de 6% du volume manutentionné en 2017. On fera le tour de cette année charnière du côté du port de Sept-Îles avec le président-directeur général Pierre Desgagnons dans à peine quelques secondes. Attitude. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences?
Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Ah, ils m'ont pas parlé de la douleur? Qu'est-ce qu'ils vont dire au bureau? Non, je vais rien dire au bureau. Seulement à Marie et aux enfants. Mais pas maintenant, là. Je leur dirai plus tard. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou cancer.ca. Société canadienne du cancer. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Donc, on est de retour à Côte-Nord Attitude pour ce jeudi. On va parler d'une grosse année quand même du côté du port de cette île. Bilan 2017, perspective 2018. Tommy, je pense que l'indicateur par excellence de la santé de notre économie à cette île, c'est le port. Donc, les statistiques du port, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Pour nous en parler, le président directeur général, Pierre Desgagnon, bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Auger. Bonjour. Alors, il y a quand même 2015-2016, ça a été vraiment des années dures. Là, 2017, est-ce qu'on peut dire qu'on sent une reprise au port de cette île? C'était une année plus positive un petit peu quand même, là. Ben, une année où on a préparé une relance ou une reprise, mais on peut ajouter à 2015 l'année 2014 puis 2013. Ça a été, faut se le dire, là, une descente vertigineuse du prix du fer qui a hypothéqué beaucoup notre économie ou l'activité portuaire. Mais l'année 2017, là, elle a pas été sur le même ton d'un bout à l'autre. Là. Le début 2017 a été beaucoup plus difficile, complexe. On le finit quand même sur une bonne note. Ben, on avait déjà en fin 2016 des signaux de reprise du marché du fer avec un prix là qui remontait tout près de 70-75 $ US. C'était intéressant. Puis le prix c'est maintenu vraiment dans l'année. Il chute à un moment donné. Hein? Il y a toujours des périodes, des mois d'inquiétants, d'autres mois plus encourageants. Ben oui, mais au travers de tout ça, ce qu'on peut être fier, c'est que dans l'activité du port, comme tu le dis, Jean, il y a pas de meilleur indicateur au niveau de l'activité économique que les tonnes qui passent à travers le port. Ouais. Il y a une croissance de 6% du volume. C'est 1 million de tonnes de plus que l'année auparavant. Puis ça, ben, c'est attribuable à de la production minière de fer qui a été faite en supplément par IOC, Tata et notre nouvel usager, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, qui a également expédié tout près de soixantaine de milliers de tonnes là, en 2017. Puisqu'on calcule en tonnage, l'aluminium, ça doit être important. Le prix de l'aluminium, lui, il a comme toujours été en croissance en 2017, mais c'est stable, l'aluminium. Hein? Chez Alouette, on produit la même quantité chaque année. Pour vos stats, ça reste la même chose. Oui, c'est stable, mais c'est un pilier d'assurance aussi au niveau de notre économie. C'est un acteur primordial et important dans notre diversification dans les dernières décennies. Puis du côté d'Alouette, du secteur de la relance, c'est toujours à peu près 2 millions de tonnes d'activités qui sont transigées en intrants pour faire produire l'aluminium, puis en extrant après, avec près de 450 ou 480 000 tonnes d'expéditions maritimes. Et ça, faut souligner toujours le leadership d'Alouette pour utiliser la route bleue, puis aider dans la dynamique du transport sur la Côte-Nord. On sait, on dépend d'un seul axe routier qui est déjà surchargé au niveau du trafic lourd. Et toutes les actions qu'Alouette fait pour transiter de la marchandise vers l'autoroute bleue, ben ça nous est salutaire au niveau de la sécurité. Ouais, c'est de valeur quand la barge gaspille. Oui, mais ça, c'est d'autres choses, hein. On n'a pas de contrôle sur tout non plus. Tu l'as mentionné, la nouvelle entente avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, là, ça a été marquant en 2017. Ça a dû se réfléchir dans les années avant. On a repris le modèle du port, d'ailleurs. C'est une réorganisation complète, hein, qui finalement va aboutir là, dans quelques jours quand le fer va rentrer sur le quai multi-usagé, là. Ben, on vient de se donner une toute autre perspective du potentiel de développement de notre région avec un secteur névralgique comme la Pointe-Noire où
on a des terres industrielles de l'espace qui est maintenant là, désenclavé. On a un propriétaire américain qui était là autrefois, qui avait une stratégie d'affaires qui était plus égoïste, on peut dire. Il y avait des problématiques au niveau d'utiliser le transport ferroviaire pour d'autres tiers et de permettre des synergies. On n'a plus ça, on s'est débarrassé de ça d'une certaine façon en devenant propriétaire. Le port et le gouvernement du Québec, on a acquis les actifs des terrains et des installations d'entreposage pour maintenant redéployer ça sur une base là où on est open pour la business et c'est pas uniquement pour le faire, pour tout autre projet également structurant pour diversifier notre économie. Est-ce qu'on peut dire que ce partenariat-là entre le port et le gouvernement est un des partenariats les plus importants des dernières années? Oui, il y a eu les différents partenariats pour le quai multi-usager, mais ça reste dans le domaine du privé, ça reste des entreprises, tandis que là, avec le gouvernement, on ouvre les portes à tellement de grandes possibilités. On a pu voir le positionnement du gouvernement du Québec avec ses filiales, là, Ressources Québec, venir aussi en support au niveau de l'industrie du fer avec des investissements quand même assez importants dans les dépôts de Shefferville avec Tata, dans aussi le joint venture avec Minerais de fer Québec. On sait que Ressources Québec est aussi actionnaire dans le dépôt de Bloom Lake pour 37%. Et ce positionnement-là du gouvernement du Québec dans l'investissement qu'ils ont fait aussi pour acquérir le chemin de fer et les installations d'entreposage de Pointe-Noire, c'est aussi un autre support au développement de la filière du fer. Et on en est très content, très heureux, parce que cette synergie-là, ça vient aussi permettre, dans les ententes long terme stratégiques qu'on a conclues avec la SFPPN, de prévoir le futur par la priorisation d'infrastructures clés comme des infrastructures de convoyeurs pour relier l'infrastructure portuaire, mais aussi se préparer pour la reprise d'usines. On a une usine de boulettes là, qui est là, qui dort, qu'il faut redémarrer. Des infrastructures stratégiques. Ouais, effectivement. Dans tout ce dossier-là, le désenclavement à Pointe-Noire, je m'imagine qu'à un moment donné, il y a eu comme un moment là où le PDG du port, il s'est mis à mieux dormir là, parce qu'on était mal à manger là à l'époque de Cliff quand même là. C'est une méchante béquille qu'on avait là, pas d'accès avec un quai multi-usager. Il y a eu une mobilisation, pas uniquement du port, mais de tous les acteurs économiques de la région, avec même le gouvernement de Terre-Neuve qui s'est impliqué dans des représentations auprès de l'Office des transports pour faire valoir les obligations que Cliff avait d'accommoder puis de donner du service ferroviaire. Il a fallu monter jusqu'à la ministre pour que il y ait des mises en demeure qui soient faites à Cliff, mais un mois plus tard, on connaît l'histoire. Cliff tirait sa révérence, sortait du Canada avec ses activités et mettait en disponibilité ses actifs pour qu'ils puissent être l'objet d'une vente. On s'est positionné tout de suite. J'imagine que ça n'a pas été trop compliqué de se dire est-ce qu'on dépose une proposition d'achat? Ouais. Mais ça, il y a eu un travail de fond là vraiment au niveau de mobilisation de plusieurs acteurs. Notre corporation de développement industriel ici a œuvré beaucoup. Nos usagers également ont participé à la démarche pour faire la pression requise puis faire en sorte qu'aujourd'hui là on puisse avoir le contrôle de notre destinée. On est pas mal mieux à manger. Si on regarde 2018, là, ce qui s'en vient, on va enfin le salir, là, ton quai multi-usager, Pierre, là, c'est quoi? Fin février, fin mars, là, on va le gazer, on va mettre du fer dessus un peu. On va être bon pour être en mesure de mettre une infrastructure de classe mondiale en œuvre, en service, puis permettre aux producteurs, aux nouveaux producteurs de fer de bénéficier d'économies importantes au niveau de leur coût d'expédition. Et ça vient leur permettre d'atteindre les marchés de façon compétitive avec le Brésil, l'Australie. Et ça, on en est fiers parce que c'est un outil qui était vraiment requis en 2012 quand ils sont venus cogner à notre porte. Ils nous demandaient d'avoir une infrastructure de même nature que tous les grands producteurs de fer sur la planète. Mais quand? Est-ce que vous avez une date quand la première tonne sera transbordée? G7 sont en train de le collecter. Là. On a un entrepreneur local qui est à pied d'œuvre pour faire ces travaux-là reliés à la mise en place d'un convoyeur pour approvisionner le quai. Les travaux vont se déroulent vraiment à une excellente cadence pour que on a pu assister à la conférence de M. Cataford hier de Champion. Qui tout de suite indiquait des expéditions à partir du mois d'avril. On est confiant qu'on puisse être en mesure
de faire nos premières expéditions vers ce début-là, vers le début du deuxième trimestre 2018. Bon, ben à moitié de l'année 2018, il va être bien sale. Là, prenez des photos tout de suite là, avec des paysages d'hiver, ça achève. Là. Il y a eu aussi la mauvaise nouvelle en 2017 du report de Mines Arnaud. Là, 2018, est-ce qu'on entrevoit de la diversification? Parce que le fer, c'est cyclique, ça vient tannant, tant pour le port, tant pour l'économie de cette île. L'aluminium, c'est stable, mais on aimerait peut-être shipper d'autres choses à un moment donné. Ben, définitivement qu'il y a d'autres commodités qui sont intéressantes avec, un fertilisant comme l'apatite. Et là-dessus, on va continuer à œuvrer avec les partenaires du milieu pour faire en sorte qu'on trouve qu'on puisse intégrer cette nouvelle commodité-là dans nos activités. Mais il faut aussi penser qu'il y a d'autres producteurs de fer qui sont aussi à pied d'œuvre pour de mettre en valeur des dépôts. On a su que Takora, un repreneur des actifs de Scully, travaillait très fort pour atteindre les marchés comme en 2018 ou 2019. Ça fait qu'on pourrait avoir des belles surprises avec la reprise également d'un site qui produisait un volume quand même considérable là, de 4 à 5 millions de tonnes de minerai de fer. Avec une reprise de ces actifs-là par Takora au courant de l'année. On va suivre ça de près, en tout cas. D'autres projets comme Alderon aussi. Là, le prix du fer un matin il est à 76 $ US la tonne. Il faudrait que ça monte peut-être encore un peu pour des projets peut-être un petit peu plus loin, plus difficiles au niveau de la rentabilité. Je voyais dans les actualités aussi qu'on chicane là, dans la région de Québec. On sait pas où mettre des containers. Il n'y a pas des affaires qu'on peut récupérer à cette île là-dedans, dans d'autres domaines que du fer quand même, non? Mais, écoutez, sur le Saint-Laurent, il y a beaucoup de synergies qui peuvent être faites entre les ports. On regarde tout ce qui passe finalement au large. Tout ce qui passe, mais surtout notre préoccupation pour cette année, là, c'est d'investir. On a investi massivement du côté de la Pointe-Noire. On veut, avec l'aide de la stratégie maritime puis des gouvernements, on a un focus pour renouveler, restaurer nos installations aussi du côté de la ville avec Pointe-aux-Basques, qui a toujours eu une vocation de transit de marchandises vers le nord. Et cet actif-là, on travaille activement actuellement pour aller chercher des subventions. On a un projet de 20 millions de dollars en réhabilitation qu'on veut mettre en place en 2018 parce que c'est une porte d'entrée importante pour aider ou contribuer à soulager le trafic lourd sur la 138. Puis le port, moi, je veux le rappeler, en 2017, c'était pas juste du transbordement de fer. Il y a eu les grands voiliers qui sont passés ici. Il y a eu le Queen Mary, les croisières. Ça, c'est un aspect aussi de diversification de notre port. Notre port commence à être une porte d'entrée au niveau touristique et au niveau de la visibilité de la ville qui est de plus en plus importante. C'est important ce que tu mentionnes là, Tommy, parce que c'est la plus belle carte de visite qu'on peut pas laisser. Cette année, il y aura 15 000 visiteurs qui vont venir nous rencontrer entre la période de septembre à la fin octobre. Et ça, c'est 3 fois plus que les visiteurs qui arrêtent à notre kiosque d'accueil touristique. Là. C'est la meilleure carte de visite qu'on n'a pas pour démontrer la fierté qu'on a et aussi faire rayonner notre capacité, on est réputé pour l'accueil, la chaleur de l'accueil des Siciliens. Et ça nous a démarqué sur le Saint-Laurent au niveau des escales. C'est nous qui scorons le plus par rapport à cette particularité-là au niveau de la chaleur de notre accueil. Puis on doit avoir une bonne stratégie. On lisait ça dans un magazine spécialisé britannique hier, justement. En terminant, Pierre, au niveau interne, l'administration, les finances, là, le port de cette île, est-ce que ça va bien quand le fer remonte un petit peu? Vos finances vont mieux? Parce que avant, vous étiez plus présent dans le milieu, là. On vous voyait, vos bannières. À un moment donné, on comprend que vous avez dû couper un petit peu dans les commandites, là, les budgets de commandites, mais ça va un petit peu mieux aussi. Quoi? On peut dire plus qu'un petit peu. On a dû couper de façon marquée ou arrêter notre support au niveau financier, mais faire un support d'une autre façon avec du support en prêt de personnel ou en équipement parce que, la situation financière avec la perte de tout près de 40% du volume d'activité au port, elle a demandé des contractions au niveau de nos coûts d'opération majeurs. Mais maintenant, avec la reprise qu'on voit, déjà en 2018, c'est 30% d'augmentation de volume. La santé financière revient. Oui, on veut être au retour par rapport à aider notre milieu, puis continuer à faire des contributions ciblées par rapport à des besoins qui sont là, qui sont criants, puis orientés d'une façon là plus près des besoins de notre communauté. Ben tant mieux. Telle va la santé du port de cette île, telle va l'économie de la ville aussi. Pierre Desgagnon, président directeur général du port de cette île, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci à vous deux. Très apprécié. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94.1. De 15 à 70% de rabais, c'est maintenant que ça se passe. Grande liquidation dans la boutique vêtements de Atelier Laforge. 15% de rabais sur les habits de neige 2018, 15% de rabais sur nos casques vêtements de marque Climb et CKX, 30% de rabais sur les casques de Snowcross, 40% de rabais sur les vêtements prêts à porter et 70% de rabais sur une vaste gamme de vêtements sélectionnés. Manquez pas cette chance, dépêchez-vous. Nos rabais ne dureront pas éternellement. De 15 à 70% de rabais en boutique vêtements. Atelier Laforge, votre partenaire de confiance en produits récréatifs. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or. Chez Olivier Nissan, c'est l'événement Maîtriser toutes les conditions. Grâce à la traction intégrale intelligente de Nissan, soyez toujours en contrôle sur la route. Ce mode ajuste la puissance entre les roues avant et arrière pour votre sécurité en un clin d'œil. Pour un temps limité, Olivier Nissan offre sans frais ce système sur plusieurs de ses véhicules. Optez pour une location sans souci avec la Rogue 2018 à seulement 65$ par semaine ou notre tout nouveau Qashqai à 55$ par semaine. Un essai vous convaincra. Olivier Nissan de Sept-Îles, un choix imbattable. Côte-Nord. Attitude. Donc, Jean, on vient de parler du port de Sept-Îles. On aura peut-être l'occasion également de parler de l'infrastructure portuaire du côté de Port-Cartier parce qu'on se déplace du côté de Port-Cartier pour voir un peu, là, il y a différents dossiers là, qui sont ressortis de ce côté-là. Ben, je pense qu'à l'hôtel de ville de Port-Cartier, c'est le budget qui est en chantier. Oui. Il sera déposé plus en février. Le maire est avec nous. Alain Thibault, bonjour. Oui, bonjour, M. Saint-Pierre. Bonjour, M. Auger. Bonjour tout le monde, la population. Oui, donc là, on entendait entre autres la coupure là cette semaine du poste de directeur des loisirs. L'objectif dans le processus budgétaire chez vous, là, à Sept-Îles, on a annoncé une hausse de 2,25. C'est ce qu'on veut éviter à Port-Cartier, quoi? On voudrait que les taxes restent au même taux. C'est l'objectif que l'on recherche, oui, c'est bien certain. Première des choses, on n'a pas coupé le poste, c'est juste que on ne comblera pas le poste au départ de M. Lepage, tout simplement, puis on veut redistribuer la tâche que M. Lepage effectuait entre nos 3 régisseurs au bâtiment du Centre éducatif Labrie. On a un régisseur au bâtiment, un régisseur en culture, puis un régisseur au loisir. Donc, c'est une très belle opportunité pour nos 3 régisseurs de relever ce défi-là, puis faire en sorte de nous prouver que, le jour où la ville sera en meilleure santé financière et où on verra le besoin d'engager un directeur des loisirs, à ce moment-là, on saura qu'on a des gens à l'intérieur de l'organisation qui sont prêts à prendre la relève, puis ça, j'en doute même pas, puis c'est le devoir aussi de faire en sorte que ça fonctionne. OK, donc on voudrait que ça soit quelqu'un, un des 3 là, directeurs de service, entre autres Stéphane Harvey à culture et Nicolas Méran au sport, qui deviennent le directeur de loisirs un jour si on en a besoin, c'est ça? C'est ça, on a 3 régisseurs, puis je ne sais pas si c'est dans le plan de carrière d'un jour accéder à ce poste-là, mais par contre, c'est une très belle opportunité pour eux autres d'arriver puis faire leur classe en se partageant le travail du directeur. Puis dans le but aussi d'alléger, de tout faire pour alléger la charge de travail de Mme Bouchard qui va superviser ces 3 personnes-là. Oui. On compte beaucoup, nous au conseil municipal, on compte beaucoup sur la collaboration de nos 3 régisseurs afin d'aider Mme Bouchard. Là, on veut passer en travers de tout ça. On est dans une étape qui est difficile, on sait. Il nous manque des sous pour boucler notre budget. On ne veut pas le faire sur le dos des citoyens, c'est bien certain. C'est un engagement qu'on a pris quand on s'est présenté aux élections au mois de novembre. Donc, on va tout faire pour y arriver, maintenir notre budget équilibré tout en gardant comme objectif de ne pas augmenter le compte de taxes. Ouais. Donc, on veut prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Il a été décidé unanimement, je viens de dire, unanimement de la part du conseil municipal. Ces décisions-là, ils ont été prises unanimement de la part du conseil municipal. C'est pas de gaieté de cœur, puis c'est pas plaisant. Puis on ne veut même pas minimiser là, le travail qu'a fait M. Lepage. C'est tout simplement une décision budgétaire, simplement. Puis je trouve ça malheureux. On fait la mise au point aujourd'hui, là. Je trouve ça malheureux
qu'au lendemain, où ce que c'est qu'on a discuté au conseil municipal, c'est supposé d'être confidentiel. Après ça, les directeurs de services ont été rencontrés. Puis, le lendemain, c'était déjà rendu dans les médias. Il y a quelqu'un qui avait été pissé dans l'oreille d'un journaliste pour arriver puis lui annoncer tout ça. Je pense qu'à la ville de Port-Cartier, c'est une organisation qui est sérieuse. On se doit d'arriver puis respecter la confidentialité. Je trouve que la personne qui a fait ça, c'est un manque de loyauté envers la ville de Port-Cartier. Puis c'est pas vrai qu'à toutes les fois, on va prendre une décision concernant le budget, qu'on va être obligé d'aller le justifier sur la place publique. C'est pas une manière de fonctionner, mais pas tout. Qui dit qu'on ne prendra pas d'autres décisions qui vont être déchirantes, qui ne plairont pas. On va rencontrer dans les prochaines journées les directeurs de services parce qu'on leur a demandé de faire l'exercice de couper dans le département respectif pour atteindre notre objectif. Si à toutes les fois qu'on rencontre un directeur de service, il sort sur la place publique dans les médias puis il va dire ce que c'est discuté autour d'une table, ce que c'est que ça doit être confidentiel. Ce que j'ai entendu. Sans problème. Moi, ce que j'ai entendu aussi, M. Thibault, la rumeur dit là, qu'on est en train de développer un conflit entre le maire puis la directrice là à Port-Cartier. Vous n'êtes pas en train finalement de surcharger des gens puis de vous mettre dans une relation brouillée là avec les fonctionnaires, les principaux fonctionnaires avec cette décision-là? Je vois pas pourquoi il y aurait une décision, un conflit qui s'établirait entre Mme Bouffard et moi. On se rencontre, on discute à tous les jours, on a une rencontre à tous les jeudis. Si Mme Bouffard a quelque chose à me dire, à converser avec moi, c'était elle à venir me voir à mon bureau. Mon bureau est ouvert, puis je pense que, je suis assez collaborateur dans ce sens-là. Monsieur Thibault? Le but n'est pas d'arriver puis partir à une guerre avec nos directeurs de service. C'est pas ça pour tout, là. Oui. Je voulais juste, parce que le temps commence à presser, là, je voulais juste savoir, là, autre dossier, là, on parle, du directeur des loisirs, le poste sera pas renouvelé à cause, on essaie d'aller chercher de l'argent. Maintenant, là, pour boucler le budget du côté de Port-Cartier, on a combien là, de manque à gagner, là, ou combien encore il va falloir couper pour arriver à un budget équilibré? Je peux vous dire que c'est un montant substantiel, OK? Puis on ne veut pas le couper, c'est bien sûr, dans la main-d'œuvre qui est existante, c'est bien certain, qui sont là au travail. C'est tout simplement que monsieur Lepage s'en va, puis à toutes les fois qu'il va partir une personne, on va faire comme les grandes entreprises, on va arriver, on va analyser le poste, puis on va regarder si on peut pas faire autrement. Ouais. Je vais vous dire une affaire, quand vous regardez le palmarès des municipalités, OK, au rang provincial, on est 723e sur 762. Hey, c'est pas beau. Ensuite de ça, le coût moyen des services est 95,82% plus cher que les municipalités de même taille. Puis, dans les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, on est 66e sur 71. Là. Donc, on veut améliorer ces performances-là. On peut pas arriver puis se péter les bretelles puis dire hey, on est bon puis on est des kings. Là. Je pense qu'il faut ramener ça. Faut apprendre à vivre comme une municipalité de 7 000 habitants et non 70 000 habitants. Je l'ai dit durant ma campagne électorale. Et l'objectif est encore le même. C'est d'avoir le moyen de nos ambitions. Puis à l'heure actuelle, là, on marche à la carte de crédit puis ça marche pas, ça. Oui, M. Thibault, en terminant, là, vous craignez pas les conséquences. Vous avez dû les regarder, là, comme vous dites, quand quelqu'un part, on regarde si on avait vraiment, on peut fonctionner autrement. Les conséquences de la perte d'un directeur des loisirs. Je pense au triathlon, par exemple, là, qui rend Port-Cartier célèbre à travers le Québec. Il y a eu du succès. Christian, c'est un peu son bébé, ça, le triathlon. Vous pensez pas que les services vont baisser en loisirs chez vous? Pas nécessairement, mon ami. On a les gens, je pense, qui sont très compétents à l'intérieur de l'organisation, qui sont capables d'arriver et faire fonctionner ce département-là. Le triathlon, c'est pas l'histoire d'une personne. Donc, je veux pas minimiser le travail de M. Lepage. Il a fait un très bon travail, puis il va continuer de faire un bon travail, j'imagine, jusqu'à la fin. Mais par contre, là, ça prend d'autres personnes pour prendre la relève. Tout le monde savait que M. Lepage n'était pas éternel, qu'un jour, il quitterait l'organisation.
Donc, c'est aux autres personnes qui ont fait partie de comité organisateur à arriver puis prendre la relève, comme dans tout organisme, tout simplement. Monsieur Thibault, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie. Puis on prend déjà rendez-vous là le lendemain du dépôt du budget. On aimerait bien vous reparler. Ben, c'est en plein ça, mon cher ami. Puis dites-vous bien que d'ici à ce que c'est qu'on dépose le budget, il y aura plus de commentaires sur le budget, ça c'est sûr. En espérant que nos personnes qui travaillent à l'intérieur de l'organisation vont arriver puis vont se gouverner en personnes responsables et respecter la confidentialité de la ville de Port-Cartier, tout simplement. Monsieur Alain Thibault, maire de Port-Cartier, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. La 28e édition du Festival du film de Sept-Îles, Ciné7, débute ce jeudi 18 janvier avec la présentation de Choc, le film d'ouverture en présence du réalisateur Philippe Falardeau. La soirée d'ouverture aura lieu à la salle Jean-Marc Dion à 19h30. Du 18 au 28 janvier, c'est plus de 30 films qui seront présentés dans les salles du Ciné-Centre de Sept-Îles et au Cinégraphe à Port-Cartier. Plusieurs réalisateurs seront présents pendant le festival. Martin Laroche, Kevin Bacon-Hervieux et Philippe Falardeau. Pour la programmation complète, visitez le www.ciné7.ca. Commencez l'année du bon pied avec une nouvelle Mitsubishi, soit un VUS RVR ou Outlander ou encore un Lancer. Tous munis de notre super contrôle intégral unique à Mitsubishi. Profitez de rabais allant jusqu'à 4000 $ et d'un taux d'intérêt à partir de 0% pendant 84 mois sur certains modèles. Et c'est pas tout. Prenez congé de paiement pour 90 jours. Surveillez l'arrivée du nouveau Outlander 2018 PHEV, le seul hybride de sa gamme pleine grandeur en Amérique du Nord. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. C'est promis, c'est moi qui vous le dis. Sylvain Mercier, Côte-Nord Mitsubishi, 100 rue Napoléon, à Sept-Îles. Des conditions s'appliquent. Venez rencontrer un de nos conseillers pour plus de détails. L'offre prend fin le 31 janvier prochain. Attitude. Bon, comme tu le disais, Jean, au début de l'émission, on va tomber dans des sujets un peu plus légers, mais qui sont quand même très sérieux, puis c'est une belle visibilité qu'on a à la grandeur du Québec avec le prochain sujet. Oui, je trouve que c'est tellement un bon coup là, de la part de José Leblanc, notre invité, de la part de son entreprise et de son projet, les bottes de l'espoir. On avait entendu parler au Dragon, hein, oui, dans l'œil du Dragon. Je pense que c'était en 2016. Le projet progresse bien, puis là, ben le bon coup, c'est de chausser les duchesses du carnaval. Bonjour José Leblanc. Bonjour, oui. Alors, dimanche dernier, il y avait une petite cérémonie au salon du maire à Québec. Monsieur Labaume était là, bonhomme carnaval, finalement. Pas bonhomme! Ben oui, bonhomme, on a. Wow! On n'a pas trouvé des bottes assez grandes pour bonhomme dans ta collection, quoi? C'est ça que je dis, il manquait une paire de bottes, c'était ceux de bonhomme. Peut-être l'année prochaine. Ouais, ça aurait été format géant. Vraiment une bonne idée, José, de promotion, là, de réussir à chausser les duchesses. Ils sont toujours dehors, les duchesses, ils vont avoir leurs bottes. Tout le monde va lui demander, si vous avez pris ces bottes-là, ben ça vient de Ouachat, Colin. Oui, vraiment. C'est une bonne idée. Ça vient de toi, l'idée? Comment t'as fait pour te faufiler là, dans la gang du carnaval? Ben, en fait, cet été, j'avais été invité en septembre au Château Frontenac pour présenter mes produits par Tourisme Autochtone Québec. Et je suis arrivé là, puis j'ai rencontré le président de Tourisme Québec, le président, le directeur général du Château Frontenac. Et de fil en aiguille, le directeur du Château Frontenac, il me dit, il est hyper dynamique, ce gars-là. Puis il me dit, écoute, il faut qu'on fasse de quoi ensemble. Qu'est-ce que t'aimerais, là? Dis-moi à quoi tu rêves. Fait que j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça que les duchesses du carnaval portent mes bottes. C'est ça mon rêve. J'ai sorti ça comme ça. Puis là, il a dit, hey, super de bonne idée. Je dis, pourrais venir les recevoir au château. Puis là, on s'est mis. J'avais pas pensé à ça avant, là. Même dans la conversation avec le DG du château. Ça a sorti de même. Ça a sorti de même. Puis là, de fil en aiguille, ben, j'ai eu du pushing d'un peu partout. Puis tout le monde a fait en sorte que je rencontre la personne qu'il fallait. Puis ce projet-là a vu le jour, donc très, très, très rapidement. Il y a une belle visibilité pour tes produits. C'est très beau du côté vestimentaire, du côté mode. Mais est-ce que aussi ça part des discussions, ces bottes-là, lorsque les gens les voient la qualité et connaissent un peu l'histoire qu'il y a derrière? Ben exactement. Puis c'est vraiment le but du projet, c'est de pouvoir parler de son produit. Pouvoir dire, écoute, moi, j'ai participé à la confection de ma botte parce que chacune des duchesses, je les ai rencontrées sur Skype en premier. Elles ont participé à la construction de leurs bottes. Elles ont choisi la couleur. Wow. Elles ont choisi l'histoire, la fourrure, le modèle.
Et maintenant, chacune d'elles connaît une parcelle de l'histoire des Premières Nations qu'elle peut transmettre à travers son produit. Elles sont vraiment fières d'appuyer cette cause-là aussi, qui est une cause également. Ça devient des ambassadrices extraordinaires de ton entreprise, ton produit. Le Carnaval de Québec, c'est un événement qui est utilisé pour promouvoir le Québec l'hiver partout dans le monde. Donc, c'est à l'international, là, et c'est le but de mon projet. Comme on dirait en langage de gars, Tommy pis moi, en plus, d'habitude, c'est pas des pichous, les duchesses du carnaval, c'est des jolies madames qui ont de la personnalité aussi. Ces gens-là sont évalués pour être capables de parler en public puis de défendre le produit, le bot, là. Oui, exactement. Elles sont toutes hyper brillantes et allumées. Ça a pas pris 2 minutes. Elles ont vraiment compris le projet, l'essentiel du projet, puis ce qu'on voulait faire. Vous savez, l'an dernier, je leur expliquais, parce que la première étape, ça a été que je leur parle, puis que je leur explique c'est quoi l'histoire, c'est quoi le projet, comment ça a débuté, et tout ça. Puis elles avaient toutes fait des recherches sur le web avant, comme des journalistes. Elles sont arrivées, là, elles savaient où elles allaient. Il y avait magasiné leur bot sur ton site, quoi. C'est là qu'on fait ça. Il est bien fait, ton site Internet. Exactement. On peut dire, on veut telle broderie plutôt que telle affaire, telle couleur. On peut choisir sa botte. Ça change en live. Tu choisis blanc, la botte change de couleur. Tu choisis ta fourrure, la fourrure change. Automatiquement, tu peux voir ta botte en train de se créer. Comment ça va ton entreprise, ta boutique, là? J'imagine qu'on en vend beaucoup sur Internet, donc t'en livres, là. C'est des bottes qui sont faites à Ouachat, mais qui voyagent à travers le monde, quoi? Exactement. Puis, je suis très surprise parce que ici, dans les régions, j'en vends beaucoup. J'en ai vendu beaucoup de bottes de l'espoir. Moi, j'ai un fils qui en a eu en cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël, ça? Écoute, c'est incroyable. Juste avant Noël, il y en a sorti, ouais. Oui, vraiment. Oui, vraiment beaucoup. Puis encore, on est en attente. Puis là, le plus gros défi auquel j'ai affaire présentement, puis je commence cette semaine, on agrandit l'atelier, on engage d'autres personnes. Oui. On n'est pas capable de fournir à la demande. C'est bon signe, ça, d'habitude. Oui. C'est bon signe. C'est positif, sauf que je veux vraiment être capable de fournir. Donc, déjà, là, on est tous dans les plans pour tout réorganiser à l'interne. Est-ce que ça se vend principalement au Québec ou on sort un peu ailleurs au Canada, aux États-Unis, à l'extérieur? On sort un peu, sauf que présentement, on est en train vraiment de concilier puis de faire en sorte que ma marque au Québec soit super forte pour arriver forte à l'extérieur. Mais déjà, ça déborde. J'ai eu des commandes de la Californie, j'ai une commande de l'Europe. Mais ça doit être chaud, ça, d'impliquer en Californie? Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Surtout dans les feux de forêt. Écoute, j'ai tellement resté bête quand j'ai eu cette commande-là, puis c'est dans les premières commandes, je me suis dit, mon Dieu, comment ça que monsieur de la Californie avait entendu parler de ça, puis il avait entendu parler d'un prix. Puis là, il m'a dit que lui allait 1 mois de temps toutes les années en Suisse. Ah, d'accord. Faire du ski avec sa femme. Ça s'explique. Exactement. Ton premier bon coup, dans le fond, c'était le passage à l'émission auprès des Dragons. Ils s'étaient pas vraiment engagés, mais ils t'ont quand même aidé, conseillé. Tu considères que ça a été vraiment ça qui a parti ton affaire? Parce que ton projet, il était prêt, les bottes de l'espoir. Quand t'es arrivé à la TV, là, on le voyait qu'il était prêt, mais ça a donné le coup de pouce qu'il fallait. Ça m'a donné un bon coup de pouce. Je te dirais que Monsieur Beauchemin a été d'une extrême gentillesse et il m'a rencontré, on a parlé de mon entreprise, il m'a donné des cues et tout Monsieur ça. Roson, lui, on veut moins le voir. Monsieur Roson, c'est ça. Comme eux, ils disent, je vais passer. Mon mari a pas voulu que je le rencontre. Ah bon? Mais ça a été une vraie première bonne porte de visibilité ici au Québec. Là, avec le carnaval, ça sera peut-être plus ailleurs au Canada, à l'international, comme tu le disais. Est-ce que là, après ça, on a déjà des idées dans quel pied on veut mettre nos bottes? Écoute, présentement, je t'en ai pas parlé pour un super de gros événement mondial. Fait que je suis, mais je peux pas en parler. Il y a des projets. Il y a plein de choses sur la planche. On est en train de dessiner la nouvelle collection Hommes. On vient de partir notre collection Les Petits Pieds de l'Espoir pour les enfants bébés. On est en plein... On va sur tous les fronts en même temps, mais on y va tranquillement et sûrement. Puis on a des belles portes qui s'ouvrent partout. C'est facile, c'est plaisant. Je me considère extrêmement chanceuse. Ouais, je voyais quand même sur ton site ou sur le communiqué là, du carnaval qui annonçait ça comme une grande première, les bottes de l'espoir dans les pieds des duchesses. C'est quand même 60 heures d'ouvrage au moins, quoi, chaque botte, peut-être plus. T'as pas peur c'est peut-être ta béquille, quoi, de passer un peu pour un produit de luxe, non? Non, pas du tout, parce que... T'es pas obligé de les vendre 800$, 1000$, là. Écoute, les bottes sont $1,200. OK, $1,200. Il y en a
qui valent un petit peu plus cher, tout dépendant des fourrures. Présentement, il y a un prix standard, mais on va régler ça aussi. Je te dirais que présentement, les bottes sont vendues et les femmes sont payées un salaire minimum. C'est ça aussi, on veut leur donner quand même. Je peux pas les payer en bas de ça, là. C'est impossible. Puis il y a toute l'histoire, il y a toute la fabrication qu'il y a derrière. C'est pas des bottes qu'on achète dans un magasin grande surface, là. Non. Les gens qui vont se rendre sur le site en sont très conscients. Oui, puis vous savez, on s'ajoute des bottes à 150$, 200$ à chaque année, là. Tu sais, ces bottes-là, t'as ça pour la vie. C'est une paire de bottes. Ça vient avec une boîte qui est entièrement pliable avec des aimants. J'ai fait faire des boîtes hallucinantes. Tu les sers quand tu rentres avec tes bottes, tu les remets dans leur boîte. Faut que tu en prennes soin, là. C'est quelque chose de beau. Tu peux même les mettre en décoration. Tu sais, il y a un gars à Bécomo qui en a acheté une paire puis il les met en décoration à l'entrée de son chalet. Tu sais, c'est un produit c'est une œuvre d'art. En même temps, on le voit, il y a un marché pour ça. Tu vas agrandir ton atelier avec les femmes Inou. Comment t'es organisé, quoi? T'as-tu encore tout le complexe? Il y a d'autres choses dans ton entreprise aussi, quoi? Ben là, je viens d'ajouter... Il y a encore de l'hébergement? Oui, puis j'ai ajouté, juste avant les fêtes, au mois de novembre-décembre, 8 unité studio de 1,5 entièrement équipée. Tu peux te faire à manger, t'as ta petite cuisine, ta salle de bain. C'est flambant neuf, c'est super beau. Puis en bas, je défais tous les champs, mais je fais un très grand atelier. Puis là, on va vraiment tout organiser pour que le travail se fasse de façon plus efficace. Elle a la tête pleine d'idées, Tommy. En plus, je voyais sur son site là qu'elle est sur peut-être 8 conseils d'administration, le tourisme autochtone, plein d'affaires. Ça fait qu'elle va être très occupée en 2018. Merci beaucoup, José Leblanc, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci, Niall. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Chez Olivier Nissan, c'est l'événement Maîtriser toutes les conditions. Grâce à la traction intégrale intelligente de Nissan, soyez toujours en contrôle sur la route. Ce mode ajuste la puissance entre les roues avant et arrière pour votre sécurité en un clin d'œil. Pour un temps limité, Olivier Nissan offre sans frais ce système sur plusieurs de ses véhicules. Optez pour une location sans souci avec la Rogue 2018 à seulement 65$ par semaine ou notre tout nouveau Qashqai à 55$ par semaine. Un essai vous convaincra. Olivier Nissan de Sept-Îles, un choix imbattable. Combattez l'ostéoporose et l'arthrose grâce à Génacol Os et Articulations. Ce nouveau produit contient du calcium, de la vitamine D3 et du bore, un ingrédient novateur qui optimise l'absorption du calcium pour combattre efficacement l'ostéoporose. De plus, Génacol Os et Articulations soulagera vos douleurs articulaires reliées à l'arthrose grâce à notre collagène aminologue exclusif. Constatez la différence Génacol. Génacol, tu me fais du bien. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et on termine cette émission avec le commencement d'un événement qui, a sa soirée d'ouverture, sa projection d'ouverture ce soir, le fameux festival du film Ciné7 de Sept-Îles. Et on reçoit en studio pour nous en parler Nadia Dorval, qui est responsable des communications pour le Ciné7. Salut Nadia! Bonjour! Avant de parler de la soirée de ce soir, je voulais revenir sur le Off Festival. Ça fait déjà une semaine là, que vous êtes en activité hors les murs. Il y en a eu un peu partout, au musée, à la station Galix, au bar chez Edgar. Comment ça s'est passé, là? Comment vous avez vécu ça, des activités comme ça, hors les murs? Ça a super bien été. Les gens ont bien répondu à l'appel. En fait, on a eu vraiment beaucoup de monde qui se sont présentés dans les différentes activités. Entre autres, à la Wapikoni Mobile. Hey, oui, j'ai vu des images, il y avait du monde. Il y avait environ 120 personnes. Wow. C'est beaucoup de monde, ça. Et même du côté de Galix, là, il y avait à peu près 70 personnes. Okay. Donc, on est vraiment très, très contents. Là. Il y a certaines activités que c'était la première fois qu'on faisait.
et les gens ont bien répondu à l'appel. Même le Cinéfest, quoi? Il y avait foule pour les films de cul? C'est pas encore passé, ça. C'est cette semaine. C'est ça, vendredi. Dans le off. J'aurais mis ça dans le off. Mais c'est dans le off. Ouais, c'est ça. C'est dans le off, mais c'est une journée après que le festival soit débuté, là. Fait qu'on poursuit un petit peu le off à l'intérieur même de la programmation régulière. C'est sûr, c'était des activités qui étaient assez nichées, on va le dire. Le off, il y avait des choses vraiment à thématique bien précise. C'est un beau succès qu'on se dit, ça va être à répéter. Oui, certainement. On devrait revenir avec une 3e édition du off. Pour ce qui est des activités qui vont le composer, on le sait pas encore. Ben, c'est tout le temps le fun de modifier ça d'année en année, d'avoir des nouvelles surprises, d'avoir des nouveaux partenaires aussi, là, qui, des fois, on entend parler, disons, cette année, hey, ça aurait été le fun de faire ça. Ben, on communique avec vous autres puis on donne vos idées pour l'an prochain, hein, parce qu'on, déjà, un an d'avance, pour lancer des idées comme ça, c'est jamais de trop. Oui, exactement. Ce soir, l'invité de marque qui sera là pour présenter son film, Philippe Falardeau. Pour les gens, là, que le nom, ça me dit quelque chose, mais, ben, à la base, c'est un gars qui a participé à la course Destination au Monde. Donc, à l'époque, là, ma génération, c'était les premiers reporters partaient un peu partout sur la planète avec caméra, faisaient des reportages. Ça crée vraiment un univers. Et Philippe Falardeau a un univers bien particulier à lui, là. Oui, et puis ben, il va venir nous présenter son film américain Chuck. Ouais. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi ce film-là, en fait c'est un film pas nécessairement sur la boxe, mais sur un boxeur. En fait c'est comme ça qu'il présente son film. Ça raconte l'histoire de Chuck Wepner et c'est le boxeur qui a inspiré Sylvester Stallone pour le personnage de Rocky dans les films Rocky. Et ce boxeur-là, Chuck, a déjà affronté Mohamed Ali et il était vraiment underdog, comme on dit. Il était sous-estimé et a réussi à faire toutes les rondes dans le combat et c'est ça qui l'a mis vraiment sur la carte, sur la map et qui l'a rendu célèbre parce que c'est un boxeur aussi qui, bon, dans le film, on en parle un peu, mais qui saignait beaucoup, abondamment dans ses combats, donc ça rendait spectaculaire ses performances, mais lui, c'est vraiment concentré sur l'aspect parce que il a connu un succès et il a connu aussi une déchéance par la suite. Un film vraiment, oui, pour les amateurs de boxe, mais vraiment pour les gens qui aiment les histoires humaines surtout. Est-ce que les gens auront l'occasion de rencontrer, de parler avec Philippe Falardeau? Oui, il va être présent avant la projection, mais également après. Il va y avoir une petite période de questions. On va pouvoir discuter avec lui. Et c'est bon à la salle Jean-Marc Dion, faut le dire. L'ouverture et la fermeture, c'est là que ça se passe. Et c'est un bel endroit. Là, on est très confortable pour de la projection de film. Oui, c'est vraiment super. Donc le film, ça va débuter à 19h30 et les portes vont ouvrir à partir de 19h. Donc les gens peuvent se rendre là puis profiter pour jaser un peu avant la projection du film. Exactement. Le vrai festival, dans le fond, au Ciné-Centre, avec toutes les 30 films là divisés en 2 fins de semaine, ça commence plus demain, hein? Oui, c'est ça. Donc ce soir, on lance le festival et puis après ça, ben il y a plein de films qui vont être présentés. Vous pouvez aller voir notre site web, ciné7.ca. Ça doit être la journée où le compteur fonctionne le plus aujourd'hui sur le site web. Là, tout le monde va voir puis commence à préparer sa programmation pour la fin de semaine parce qu'on peut le faire direct. Hein, il nous identifie les conflits d'horaire puis tout. Des fois, il faut regarder la longueur du film, mais la machine, elle le fait seule, elle. Puis ben ça permet aux gens qui travaillent là, des fois qui veulent absolument voir 2, 3, 4 films de pouvoir vraiment organiser son horaire pour pouvoir le voir au maximum. Exactement. Pendant la semaine, bon ben c'est de la projection régulière là, donc on peut dire que c'est vraiment le festival dans sa forme la plus traditionnelle, donc les gens peuvent se procurer des passeports, des billets et tout se passe au Ciné-Centre. Exactement et je vous invite aussi à venir faire un tour le samedi 20 janvier et dimanche 21 janvier. Parce que pour la projection de Tadoussac, Martin Laroche, le réalisateur, va être présent. Donc, à quelques-unes des représentations. Donc, si vous voulez le rencontrer, c'est une belle occasion. Et ben on en parle déjà là, mais la cérémonie de fermeture, la projection de fermeture, moi j'ai vu passer la bande-annonce beaucoup dans les derniers jours parce que ça nous touche de très près et ça a l'air d'être un film magnifique. Oui, Inou Nikamu a chanté la résistance. Donc, le réalisateur Kevin Bacon-Hervieux va être présent, ainsi que des membres fondateurs du festival pour présenter ça. Et ça va être la seule fois que le film va être présenté pendant le festival. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est le 28 janvier à 15h à la salle Jean-Marc Dion. Est-ce qu'il faut se procurer des billets spéciaux pour ça ou c'est vraiment on achète via le site internet ou via les mêmes processus que les autres? Parce que je pense que ça va être un événement qui va être bien couru. Pour les billets
Nuncamu. Ça, c'est les billets à la salle Jean-Marc Dion. Donc, le message est lancé parce que je pense que ça va se combler très rapidement. Sinon, il y a beaucoup de choix de films tout au cours des prochains jours. Toi, Nadia Dorval, qui t'implique au comité organisateur, là, c'est quoi le film que tu vas absolument pas manquer là dans les prochains jours, dans la programmation du Ciné-7? Ben, c'est sûr que je vais aller voir Chuck. Ça a l'air de vraiment très, très bon. Il y en a plusieurs. Là. Il y a une histoire de fantôme qui m'a intriguée un peu. J'ai hâte d'aller voir ce film-là. Et puis sinon, ben il y a un film, là, je me rappelle plus du titre, mais ça raconte l'histoire de deux joueurs de tennis. J'ai vu passer la ça. fameuse confrontation entre McEnroe et Borg des bonnes années. C'est le film s'appelle Borg McEnroe. Exactement. Donc je trouve que ça a l'air super bon ça. Ouais, ben tant mieux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez voir sur le site ciné7.ca. Sinon, lorsque vous allez à des projections, ben t'as participé à des tournages là de description de films qui vous êtes présentés là avant les tournages en collaboration avec Nous TV. Je pense que ça a été bien plaisant de te voir dans nos studios et d'enregistrer ça. C'est toujours un bel exercice pour donner un peu plus d'informations aux gens. Sinon, le reste de l'information, allez sur le site ciné7.ca. La fin de semaine prochaine, il y aura également le mur de glace, des 2 projections, et c'est gratuit avec du chocolat chaud, puis pour les enfants, c'est bien Et c'est Fantasia 2000 qui va être présenté, ainsi qu'Elvis Gratton. Donc, un film d'animation et un film... Un classique de notre cinéma québécois. Nadia Dorval, responsable des communications du côté du Festival du film de Sept-Îles. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre émission et notre semaine, Jean. J'allais dire qu'il faut dire un gros merci à tout le monde bénévole qui s'implique là pour nous donner cette magnifique programmation au Ciné-7. Il y a beaucoup de bénévoles à l'œuvre de ce temps-ci. L'autre fin de semaine, c'est la gang du tournoi Ferro, 150 bénévoles. Ça fait qu'en hiver, on chôme pas. À Sept-Îles, on fait du bénévolat. Sinon, ben nous, on continue de couvrir l'actualité. Tu auras des bulletins d'ici la fin de la journée et pour demain également. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.